Bonjour, je suis Andy Hans, directeur de la performance chez Perfex, et dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à la question suivante. Entraîner d'un côté le physique, d'un autre le mental et d'un autre la technique a-t-il encore un sens? Tout d'abord, quelle est l'origine de ce découpage? Eh bien, historiquement, on peut constater que la science, c'est un peu comme un pizzaiolo. Elle aime découper les problèmes complexes en éléments qu'elle peut mieux appréhender comme un pizzaiolo découperait une pizza en parts. De plus, la science du sport, c'est une discipline particulièrement jeune, une discipline qui s'est développée dans un contexte de professionnalisation du secteur sportif. Cette professionnalisation des acteurs sportifs s'est accompagnée d'une spécialisation inspirée des secteurs économiques plus traditionnels. L'entraîneur généraliste, il est devenu le manager d'un staff de spécialistes. Prenons l'exemple d'une entreprise automobile. Dans une entreprise automobile, on a un service de production, un service de conception et un service administratif et financier, par exemple. Le service de conception, il regroupe des ingénieurs spécialistes de l'embrayage, du moteur, des faisceaux électriques ou de la carrosserie. Le service de production, lui, il regroupe des techniciens spécialistes de ces mêmes parties. Eh bien, le sport s'est un peu inspiré de tout ça. On a le manager qui est à la tête de la conception, on a le head coach qui est à la tête de la production, et ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit, le secteur sportif a suivi la même logique que le secteur marchand en se professionnalisant. C'est un simple constat. Une observation rationnelle de notre logique cognitive humaine qui consiste à séparer, à décomposer un sujet en éléments que l'on peut regrouper ensemble. Les influences de la science et du secteur marchand ont donc conduit à une spécialisation des acteurs sportifs. Essayons maintenant de comprendre quelles en sont les conséquences. Eh bien, dans la production d'une voiture, nous sommes dans ce que l'on peut appeler un système machine. Pourquoi c'est important? Parce que ce système machine, c'est un système mécaniste dans lequel on peut prévoir des interactions entre différents éléments. Par exemple, on sait avec exactitude comment la boîte de vitesse va interagir avec l'embrayage et comment la rigidité de la carrosserie va impacter la tenue de route, par exemple. Par contre, dans l'entraînement sportif, nous sommes dans un système biologique complexe, avec des humains, et dans lesquels des éléments interagissent ensemble. Un système dans lequel se côtoient de l'organisation et de la désorganisation. C'est le constat que peuvent faire tous les biologistes du monde. Dans un système complexe comme celui de l'entraînement sportif, et contrairement à celui d'une voiture par exemple, on ne peut pas prévoir toutes les interactions entre les différents éléments. En réalité, on en prévoit même relativement peu. Comment je peux l'affirmer? Eh bien, il suffit de voir comment les plus grands clubs du monde, dotés d'une armée de chercheurs, dotés d'outils technologiques plus sophistiqués les uns que les autres, subissent eux aussi les blessures des joueurs. Le secteur de la performance sportive, avec des humains au centre, n'est pas celui de la production. On ne peut pas comprendre la performance sportive sans étudier la biologie, par exemple, même si on pense que tout est une question de comportement des athlètes. De même, on ne peut pas vraiment comprendre la compétition sportive sans étudier les sciences humaines, même si on pense que tout est une question de biologie des athlètes. Ce que je vais vous dire ne figure pas dans les cahiers techniques, soyons clairs, mais tous les aspects d'un athlète, je le rappelle, un organisme biologique complexe, sont tellement entremêlés qu'il n'y a aucun sens à les appréhender en éléments. Pourquoi? Parce que si on les appréhende en éléments, ils ne sont plus les mêmes, tout simplement. Premier exemple. Je vais essayer cette fois-ci de donner encore plus d'exemples puisque vous me l'avez demandé sur les réseaux. Imaginez que vous alliez au musée pour observer un tableau. Il n'y aurait aucun sens à observer un tableau par l'élément couleur. Il n'y aurait aucun sens à l'observer par l'élément forme ou l'élément lumière. Ce qui compte, c'est le rendu d'ensemble de ce tableau et comment les éléments peuvent interagir les uns avec les autres. Second exemple, pour ceux qui ne vont pas au musée, imaginez que vous alliez au cinéma. Il n'y aurait aucun sens à regarder un film en écoutant uniquement la bande son ou en regardant uniquement l'image sans le son. Ce qui compte, c'est le rendu d'ensemble du film, comment l'image et le son interagissent l'un avec l'autre. Si vous pouvez l'admettre pour une peinture ou pour un film, qui sont des productions finies, qui n'évoluent pas dans le temps, qui ne sont pas sujettes à l'incertitude de la compétition, vous devriez réussir à l'admettre pour un organisme biologique complexe comme le joueur dans un contexte de compétition. Les éléments physiques, mentaux et techniques dissociés construisent une représentation simplifiée, modélisée, hypothétique de la réalité qui n'est pas la réalité. Si vous ne prenez que le bleu dans ce tableau, est-ce vraiment ce tableau? Si vous ne prenez que la bande-son de ce film, est-ce vraiment ce film? Non, évidemment.
Alors pourquoi le physique, le mental ou la technique seraient, eux, la performance? La performance d'un joueur, ça implique la chimie du cerveau, des hormones, des signaux sensoriels, des expériences passées, des gènes, une évolution biologique et culturelle, des pressions environnementales et plein d'autres choses. Face à tous ces phénomènes complexes, nous avons tendance à utiliser une stratégie cognitive de découpage, de décomposition, et à attribuer un élément à un intervenant. Et ce découpage, la première victime, eh bien, c'est l'athlète. Plus nous découpons, moins nous réfléchissons. Supposons qu'il y a un city-stade à côté de vous, là maintenant, tout de suite, vous y apercevez un joueur avec un ballon devant un but. Le joueur observe le but vide, puis court rapidement vers lui avec son ballon. Nous avons ici une question fondamentale. Pourquoi le joueur court-il vers le but vide? Si vous êtes endocrinologue, spécialiste des hormones, votre réponse serait parce que les niveaux de dopamine circulant ont activé une certaine partie de son cerveau pour le rendre sensible à ce but vide. Si vous êtes un biomécanicien spécialiste de la mécanique du mouvement, la réponse serait parce que les os de ses jambes forment des points d'appui au sol qui lui permettent d'avancer rapidement pour se déplacer vers ce but vide. Si vous êtes un biologiste de l'évolution, vous diriez qu'au cours de millions d'années, les joueurs qui se sont tous approchés d'un but ont ressenti du plaisir et c'est maintenant devenu un comportement inné chez ce joueur. Et on pourrait encore trouver comme ça des milliers de significations élémentaires au comportement de ce joueur. L'objectif de mes travaux, c'est de sortir d'une telle pensée élémentaire, tout du moins de l'éviter un maximum. Modéliser les faits en de jolis schémas d'explication bien délimités à ses avantages. Par exemple, cela peut vous aider à mieux vous souvenir des faits. Mais cela peut faire des ravages sur votre capacité de réflexion. Comment? Eh bien, tout simplement parce que les frontières entre différents éléments sont souvent arbitraires. Ainsi, la frontière entre le physique et le mental lors d'un Ironman me semble particulièrement arbitraire, par exemple. Mais une fois qu'il existe une frontière, même si elle est arbitraire, et c'est aussi une des spécificités de la pensée humaine, eh bien nous oublions qu'elle est arbitraire et nous sommes obnubilés par son importance. Autrement dit, nous faisons tout par rapport à cette frontière. C'est ainsi que le préparateur physique prépare le physique, le préparateur mental prépare le psychologique et le coach d'équipe, la technique et la tactique de l'équipe. Prenons un exemple simple de physique. Le spectre de la lumière, c'est un continuum de longueurs d'onde qui vont du violet au rouge. Vous avez sans doute entendu parler des ultraviolets, des infrarouges par exemple. Eh bien, je vous apprends peut-être quelque chose, mais ce spectre a des limites arbitraires entre les couleurs qui vont dépendre des noms attribués aux couleurs. C'est assez fou, car ça signifie que toutes les langues divisent arbitrairement un spectre de lumière à différents points par des mots qu'elles utilisent pour nommer des couleurs. Ainsi, si on montre à quelqu'un deux couleurs très similaires, mais que ces deux couleurs sont bien distinguées dans sa langue, eh bien cette personne va surestimer la différence entre les deux couleurs qu'elle évaluera comme très différentes. Par contre, si deux couleurs tombent sous la même dénomination dans la langue de cette personne, eh bien c'est l'inverse qui se produira. Vous commencez peut-être à apercevoir comment la culture influence la réalité. Plus nous accordons d'attention aux limites, moins nous accordons d'attention aux images complètes et moins nous réfléchissons. Et c'est exactement le problème pour moi dans le monde de l'entraînement sportif aujourd'hui. À vouloir séparer la performance en autant de spécialités, en autant de métiers, en faisant dire ce que l'on souhaite aux données pour soutenir ces découpages, nous n'accordons plus d'importance à l'image complète de l'athlète. Mais l'athlète complet, c'est quoi? Eh bien, commençons par un exemple encore une fois. Le comportement d'un joueur, un déplacement, un geste technique, un échange verbal vient de se produire. Pourquoi est-ce arrivé? Eh bien, un premier élément d'explication serait neuro, par exemple. Que s'est-il passé dans le cerveau de ce joueur une seconde avant que le comportement ne se produise? Si on essaye d'élargir le champ d'explication, que s'est-il passé un peu avant? Qu'est-ce qui a déclenché la vue, l'ouïe, au cours des secondes qui précèdent le comportement du joueur? Si on remonte encore un peu le fil du temps, quelles sont les hormones qui, des heures ou des jours plus tôt, ont modifié le comportement de ce joueur pour que son système nerveux produise ce comportement? Nous venons ensemble d'élargir un peu le champ de vision pour penser à la neurobiologie et aux informations sensorielles de notre environnement, ainsi qu'à l'endocrinologie pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé avec ce joueur, quel est son comportement. Mais on peut continuer à dérouler le fil de la complexité humaine encore longtemps, et ce serait bien utile. Par exemple, quelles caractéristiques de l'environnement dans les semaines, les mois, les années écoulées ont changé la structure et la fonction du cerveau de ce joueur? Qu'est-ce qui a changé sa réaction à ces hormones et à ces stimuli environnementaux?
On peut remonter encore plus loin pour déterminer ce qui s'est passé dans l'enfance du joueur, son environnement fœtal, puis sa constitution génétique par exemple. On peut augmenter notre analyse avec d'autres facteurs qui dépassent le cadre du joueur. Par exemple, comment la culture a façonné le comportement des gens qui vivent dans le groupe de ce joueur, ou quels facteurs écologiques ont contribué à façonner ce groupe. Au lieu d'expliquer toutes les performances des joueurs avec une seule discipline, le physique, le mental, le technique, le tactique, etc., nous venons de voir que la réalité nous conduit en fait à un tas de disciplines, de façon transversale si l'on souhaite vraiment comprendre un comportement de joueur. Et vous pensez que cette compréhension serait obtenue par les stats d'un match, par des kilomètres parcourus sur le terrain ou par l'état mental du joueur? Non, tout cela pris isolément ne permet pas de comprendre. Prenons quelques instants. Je pense que lorsqu'on évoque la performance sportive, dans n'importe quelle discipline, on évoque en réalité toutes les disciplines. Quelle que soit la façon dont on peut expliquer une performance, c'est le produit final de toutes les expériences qui l'ont précédé, vous êtes d'accord? Si on dit la performance de ce joueur s'est produite en raison de la libération de X et Y dans son cerveau, on dit également la performance s'est produite parce que la forte sécrétion d'hormone X ce matin a augmenté les niveaux d'Y. On dit également la performance s'est produite parce que l'environnement dans lequel ce joueur a été élevé a rendu son cerveau plus susceptible de libérer du Y en réponse à certains types de stimuli. Tout en disant aussi que cette libération se produit à cause du gène qui code la version particulière de Y. Et si on a chuchoté le mot gène, on dit aussi que c'est à cause de milliers de facteurs qui ont façonné l'évolution de ce gène particulier. Comment pourrait-on découper, dans ce cas, entre physique, mental et technique ? Chaque aspect d'une performance sportive est le produit fini de toutes les influences qui l'ont précédée. Chaque performance sportive influencera tous les éléments qui la suivront. Ainsi, il est impossible de conclure qu'une performance est causée par un gène, une hormone, un événement de l'enfance, parce qu'à la seconde où vous invoquez un type d'explication, vous les invoquez de facto toutes. Une explication neurobiologique, génétique ou développementale d'une performance n'est qu'un raccourci, ce n'est qu'une commodité d'exposition pour aborder temporairement un système multifactoriel entier d'un point de vue particulier. Vous vous dites peut-être à ce moment de mon intervention quel prétentieux, il est en train de tout remettre en cause de façon complexe. Eh bien, je parle simplement du réel, de la réalité telle qu'elle est et pas comment elle a été modélisée. Même quand, par nécessité, mes recherches se concentrent sur un sujet étroit, car c'est ce sujet, la problématique du joueur que l'on accompagne chez Perfex par exemple, nous devons nous rendre compte que nous n'avons qu'une partie de l'histoire. Quels sont les risques de l'approche élémentaire ? Vous souhaitez continuer, pour rester conforme, à faire de la préparation physique, de la préparation mentale et des séances technico-tactiques de façon isolée? Très bien. Mais je vous invite à réfléchir au travers de 3 citations des plus grands scientifiques du XXe siècle pour éclairer mes propos. Nous allons sortir quelques instants du domaine sportif. Pour chacune de ces citations, l'expert de son temps présentait une vision élémentaire, découpée, isolée d'un phénomène complexe. Un peu comme lorsqu'on entend, par exemple, un coach dire il n'est pas prêt physiquement, ou le problème est mental chez ce joueur, ou bien il manque de fondamentaux techniques, ou encore il n'a aucune lecture tactique. Autrement dit, lorsque nous, entraîneurs, sans nous en apercevoir, nous tombons aussi dans le panneau du découpage élémentaire. Première citation, celle de John Watson, 1925, père du behaviorisme. « Donnez-moi une douzaine d'enfants en bonne santé, et je garantis de prendre n'importe lequel au hasard et de le former pour qu'il devienne n'importe quel type de spécialiste que je pourrais choisir, peu importe ses talents, penchants, tendances, capacités, vocations et ancêtres. » John Watson est un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Pourtant, il avait une vision élémentaire centrée sur un élément, le comportement. Il pensait que tout était une question de comportement, un peu comme lorsque le coach pense que le problème du joueur est uniquement comportemental. Deuxième citation, celle d'Egaz Moniz, 1949, prix Nobel de médecine. « La vie psychique normale dépend du bon fonctionnement des synapses du cerveau. Les troubles mentaux apparaissent à la suite de synapses dysfonctionnelles. Il est alors nécessaire de modifier ces ajustements synaptiques et de changer les chemins choisis par les impulsions dans leur passage, de manière à modifier les idées correspondantes et à forcer la pensée en différents canaux. » Egaz Moniz, c'était l'un des
plus grand scientifique du XXe siècle. Pourtant, il avait une vision élémentaire en prônant la lobotomie. Il pensait que tout était une question de circuits neuronaux, un peu comme lorsque le coach pense que le joueur n'a pas ce qu'il faut pour réussir dans son sport, par exemple. Et enfin, la pire des citations, celle de Konrad Lorenz, comportementaliste animalier, lauréat du prix Nobel lui aussi et cofondateur de l'éthologie. Le taux de reproduction immensément élevé chez l'imbécile est établi. Le matériel humain socialement inférieur est activé pour pénétrer et anéantir la nation saine. Une sélection doit être accomplie par certains. Je passe la suite car elle me donne la nausée. Konrad Lorenz avait lui aussi une vision élémentaire centrée sur la génétique. Il pensait que tout était une question de génétique et a nourri des idées nazies. Un peu comme lorsque le coach pense que ce joueur n'a qu'un physique ou que cet autre joueur n'a pas la taille pour réussir. De tout temps, les approches élémentaires ont conduit à des visions déformées de la réalité. L'homme est un système dynamique, indivisible. L'athlète est un être humain. À l'aide de ces 3 citations, vous comprenez ce qu'il se passe dans la société quand le comportement d'un être humain est soi-disant expliqué à partir d'un seul élément, quand il est morcelé pour être vu d'un seul angle. Derrière toutes les statistiques sportives qui s'expriment par les vocables moyen, typiquement, habituellement, souvent, tendre à, généralement, il y a une diversité de réalités d'une étendue qu'on ne peut pas mesurer. Il existe des différences interindividuelles, intra-individuelles et des exceptions intéressantes partout où on doit poser l'œil. Sans compter que la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, rien n'est figé. Le cerveau est d'une plasticité formidable. Par exemple, l'adversité de l'enfance peut tout marquer, même notre ADN, et les effets peuvent durer toute la vie, voire marquer sur plusieurs générations. Pourtant, de nombreuses conséquences néfastes peuvent aussi être inversées. Sans compter que le contexte du jour n'est pas celui du lendemain. Les gènes, par exemple, ont des effets différents dans différents environnements. Une hormone peut vous rendre plus gentil ou l'inverse selon vos valeurs. Nous n'avons pas évolué pour être égoïste ou altruiste en quoi que ce soit d'autre. Nous avons évolué pour être des particularités dans des contextes particuliers. Par exemple, l'adolescence nous montre que la partie la plus intéressante du cerveau a évolué pour être façonnée au minimum par les gènes et au maximum par l'expérience. C'est ainsi que nous apprenons par l'expérience. Nous comprenons alors que les gènes ne déterminent rien par eux-mêmes. Ce sont les interactions entre les gènes et l'environnement qui sont partout. D'ailleurs, l'évolution est plus conséquente lorsqu'elle modifie la régulation des gènes plutôt que les gènes eux-mêmes. Notre différence chez Perfex, eh bien, elle consiste à mener différentes recherches pour sortir du modèle et évoluer dans le réel. Nos outils, nos suivis, nos champs d'études sont tous orientés dans cette direction, la réalité de chaque athlète. Comment dérouler le fil de la performance ici et maintenant afin de tenter de comprendre les relations complexes, dynamiques et multicouches qui s'exercent au sein d'un seul athlète, puis d'un système de systèmes comme une équipe par exemple. Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire soutenue par différents laboratoires afin de répondre à cette question. C'est quoi la réalité de la performance? Une chose est sûre, nous sommes certains que ce n'est pas le découpage traditionnel par éléments, et nos athlètes en sont certains aussi. Pour conclure cette intervention, la certitude avec laquelle nous entraînons aujourd'hui et nous découpons la préparation physique, mentale, technico-tactique semblera sans doute épouvantable, non seulement aux générations futures, mais aussi à nous-mêmes dans le futur. Ce découpage est un non-sens du point de vue humain. Il contribue à la sous-performance chronique et généralisée des athlètes. Même s'il peut sembler désespéré que je puisse réellement changer quelque chose à ce découpage, je n'ai pas d'autre choix que d'essayer et d'expliquer, comme je le fais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, pourquoi ce découpage n'a aucun sens sur le plan de l'humain. Et si vous avez écouté cette intervention, vous êtes probablement idéalement placé pour m'y aider. Alors, essayez. Voilà, j'ai essayé de vous apporter quelques éléments de réponse synthétiques à la question « Entraîner le physique, le mental, la technique, a-t-il encore un sens ?» N'hésitez pas à suivre notre page et à laisser un pouce bleu, voire un commentaire, ce n'est que le début.